Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la rédaction de l'ADN pour notre émission Tendance de 12h à 12h30. Merci à toutes d'être avec nous, merci à tous David, Margot, Marine et Alice. Aujourd'hui, nous allons parler de shifting et de mode cocon quand on s'accommode de nos vies entre quatre murs. Des ados qui s'épadent depuis leur canapé, des adultes qui redoutent les dangers du dehors et font tout pour s'en protéger. Est-ce vraiment la pandémie qui nous a mis en mode cocon ? Pour en parler avec nous, Alice Huot, tu reviendras sur une interview que tu as menée auprès du journaliste Vincent Cogbert qui vient de faire paraître aux éditions Acné la civilisation du cocon. Tu nous expliqueras ce que c'est que cette civilisation du cocon. Margot Dussert, tu reviendras sur une enquête que tu as menée auprès de quelques jeunes femmes américaines sur le shifting. Le shifting, en l'espace de 6 mois, c'est près d'1 milliard de vues sur TikTok. On verra ce que cette pratique, comment elle fait écho en fait à la civilisation du cocon. Avec toi, Marine, on verra si les internets et notamment les réseaux sociaux peuvent se mettre en mode cocon. Tu reviendras avec 3 initiatives qui permettent d'avoir, avec des réseaux sociaux, l'impression d'être dans des safe spaces relativement agréables à consulter. David Julien Ramil, on reviendra avec toi sur une interview que tu as menée auprès de Charles Cohen, le fondateur d'une appli qui s'appelle Bodyguard. Bodyguard étant une appli qui permet de faire de la modération et afin de faire en sorte que les réseaux sociaux, là aussi, soient plus modérés et donc des endroits plus sécurisés. Vous connaissez le principe de l'émission. Vous avez à la droite le chat. Vous pouvez interagir avec nous, évidemment, mais aussi entre vous. On partagera à cet endroit-là les articles auxquels nous faisons référence. Et puis, vous avez un onglet questions à partir de 12h20. Nous tâchons de répondre aux questions que vous voudrez bien nous poser. C'est avec toi, Alice, qu'on commence. Tu as réalisé donc une interview de Vincent Cogbert, qui a publié son livre « La civilisation du cocon ». Alors lui, il parle d'une tendance qui consiste à plus de repli sur soi, à rechercher la sécurité à tout prix, et il tire un peu la sonnette d'alarme en disant que ce phénomène a des conséquences tout à fait funestes. Non seulement on perdrait en empathie, mais en plus en esprit collectif. Alors comment tu définis cette civilisation du cocon, en tout cas comment le définit Vincent Cogbert ? Alors oui, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi il s'est intéressé justement à ce sujet. La civilisation du cocon, c'est le deuxième livre de Vincent Cogbert. En 2019, il publiait Millennial Burnout, donc toujours sur Arké. Le sous-titre du livre, c'était XYZ, comment l'arnaque des générations consume la jeunesse. Donc dans ce premier livre enquête, il défonçait le concept de génération et cette tendance quasi pathologique qu'on a à apposer des traits de caractère sur une classe d'âge sans vraiment prendre en compte un contexte historique ou même sociétal plus large. Et ce qu'il remarque, c'est qu'il y a quelque chose qui revient très fortement sur les millennials et même leurs petits frères et sœurs de la génération Z, c'est l'idée qu'on aurait une génération fragile, une génération chochotte, une génération qui refuserait de se confronter à l'altérité. Et donc, il s'est dit, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est caractéristique des millennials, des jeunes générations, ou au contraire, est-ce que c'est une évolution plus large de la société ? Il commence un peu, dans le début de son ouvrage, il cite un chiffre que j'ai trouvé particulièrement frappant, qui est tiré d'un rapport de l'OMS et qui dit qu'en Europe, on passe 90% de notre temps enfermé entre 4 murs. Alors aujourd'hui, confinement, pandémie, ça n'étonne personne, sauf que ce chiffre, il date de 2013. Donc ça montre qu'il y avait quand même déjà un phénomène à l'œuvre. Oui, donc on parle bien d'une civilisation du cocon qui est un enfermement physique, dans des lieux physiques. Donc 90% du temps passé entre 4 murs, avant confinement, là on ne parle même pas de après. Ça donne quoi ce confinement physique ? Comment il le justifie ? En fait, en étudiant cette question de ce repli sur soi, cet enfermement, il y a une notion qui revient particulièrement souvent, c'est la notion de safe space.
qui est un volet physique très fort et qui en fait a différentes origines, ce qui va lui permettre de se diffuser très largement en fait dans la société et d'en arriver au point de la civilisation du cocon. Les safe space, on en a beaucoup parlé vers les années 2015 parce qu'on on entendait parler de débats dans les universités américaines, britanniques, sur ces groupes de discussion où il fallait offenser personne, où il fallait vraiment être dans un espace de parole sécurisé. Et donc, il y avait certains qui criaient à la censure, etc. Donc, il y a effectivement une origine, en fait, qui date qui est bien antérieure, militante. Donc, dans les communautés LGBT dans les années 70, il y avait cette idée, en fait, d'avoir des espaces à soi ou pour être en sécurité. C'était aussi quelque chose qu'on retrouvait chez les militantes pour les droits des femmes aux États-Unis à la même période. Mais bien avant ça, dans les années 40, il y a une autre conception du safe space qui, elle, a des applications psychomanagériales. Alors ça nous vient du psychologue américain Kurt Lewin qui développait des groupes de sensibilité, il les appelait. L'idée, c'était de se faire réunir donc, dans une pièce, dans un espace fermé, des managers pour qu'ils puissent exprimer leurs émotions, leurs difficultés, se faire des retours les uns les autres et donc être dans un espace vraiment physique sans jugement pour devenir de meilleurs managers. Et ensuite, un peu plus tard, dans les années 90, il y a le volet sécuritaire du safe space qui émerge très fortement avec la safe room, en fait, qui deviendra la panic room. Et donc, ces pièces dédiées à la sécurité physique qu'on voit apparaître dans les maisons américaines et qui avant existaient, mais dans les ambassades, dans les lieux de pouvoir. Et donc, il y a vraiment cette idée de se recroqueviller sur soi-même. Et il y a des chiffres que j'ai trouvé très intéressants où il prend en exemple une famille britannique pour montrer ces rétrécissements de l'espace où évoluent les gens. Il y a en 2007 un enfant qui a 8 ans, donc qui s'appelle Ed, il peut s'éloigner à 300 mètres de son domicile familial tout seul. En 1979, au même âge, sa mère a le droit d'aller à la piscine qui est à 800 mètres. Donc un peu plus. En 1950, le grand-père, il allait jouer dans les bois à 2 km. Et en 1919, l'arrière-grand-père, lui, il partait carrément pêcher à 10 km tout seul et personne n'y trouvait rien à redire. Donc c'est assez frappant comme illustration. Mmh. Donc c'est comme si notre physicalité se réduisait et jusqu'à devenir carrément confinée, quoi. Cette sécurité, ce besoin de sécurité physique dans l'espace, qu'est-ce que ça donne au niveau psychique? Est-ce que ça a des incidences? Alors oui, effectivement, c'est pas cette civilisation du cocon, elle n'est pas seulement physique, elle est aussi psychique. Et pour l'illustrer, Vincent Kochberg met en relation 2 événements qui a priori n'ont rien à voir et qui sont arrivés en 2016. Donc il y a l'élection de Donald Trump, le Brexit d'un côté, et l'explosion de la tendance du hygge. Donc c'est ce mot danois qui signifie bien-être, cocooning, ce genre de choses. Donc ça se décline en déco d'intérieur avec des tons très neutres, des plaids bien moelleux. A priori, ça n'a rien à voir avec Donald Trump, parce que si vous avez déjà vu les photos de la Trump Tower, c'est pas vraiment le design scandinave, c'est pas son truc. Mais pourtant, Vincent Kochberg voit un lien entre les deux, parce que dans cette philosophie du hygge, il y a donc la déco, mais il y a aussi le développement personnel, le fait d'être replié sur soi-même. Et il dit, en fait, il y a une volonté de tout transformer en une matière molle, de gommer les dissonances et d'effacer toute aspérité. Et en fait, avec cette théorie de bien-être qui a priori est inoffensive, il y a vraiment cette idée de créer des communautés miroirs, de rester dans sa bulle et de se replier sur soi-même. Et en fait, ce qu'on voit avec Donald Trump, avec le Brexit et ces nationalismes d'enfermement sur soi-même, c'est en fait une illustration de cette idée. Et bien sûr, il y a les bulles de filtre, qui n'est pas du tout un phénomène que Vincent Kochberg nie ou remet en question, mais en fait, il dit qu'il y a aussi un phénomène ou un terreau qui était déjà là avant qu'il y ait ces réseaux sociaux à l'œuvre. Et donc, c'est ça qui permet vraiment de montrer qu'il y a un effet de civilisation du coup. Oui. Merci beaucoup, Alice. Peut-être que Nicolas, tu peux partager un lien vers le livre de Vincent Kochberg dont on vous recommande la lecture.
Margot, tu as mené une enquête récemment sur un phénomène qu'on a détecté sur TikTok, le phénomène du shifting. Alors, le shifting, c'est un peu le nouvel ASMR. Est-ce que tu peux nous raconter de quoi il s'agit? Ouais, alors c'est effectivement un phénomène très nébuleux, un peu comme l'ASMR à l'époque, on les prenait un petit peu pour des fous. Là, c'est un petit peu pareil, et c'est effectivement un phénomène qu'on a repéré chez des jeunes utilisateurs de TikTok au mois d'octobre dernier, si je ne me trompe pas, et qui a littéralement explosé pendant la pandémie. Littéralement, shifter, en fait, ça veut dire basculer en anglais. C'est vraiment, pour ces jeunes qui ont en moyenne une quinzaine d'années, c'est le fait d'accéder par la pensée à une réalité désirée ou fantasmée. Et le plus souvent, ça va se faire via des scénarios que l'on aura orchestrés au préalable sur son téléphone ou à l'écrit. Donc, à première vue, en commençant l'enquête, je me suis demandé si on n'avait pas simplement affaire à des rêveries, à des fantasmes adolescents. Et en fait, oui et non, dans le sens où la pratique touche vraiment aux états modifiés de conscience et fait appel à des techniques qui sont proches de l'auto-hypnose, de la méditation, voire même du rêve lucide. Alors, comment ça fonctionne? C'est assez simple, ça ressemble un peu à une séance de relaxation, sauf qu'en fait, c'est un vrai rituel que l'on prépare, que l'on scénarise, je sais pas, en train de boire de maths, le dîner et l'heure du coucher, par exemple. Pour shifter, il n'y a rien de plus simple. Il faut déjà s'allonger, fermer les yeux en essayant de ne pas s'endormir, de préférence sur une musique douce. Et il faut s'imaginer, visualiser là où on aimerait être avec une personne, par exemple, ou plusieurs personnes. Et avant cela, comme je l'ai dit, on va écrire un script entier sur son téléphone ou même dans sa tête pour rendre vraiment l'expérience plus immersive. Et ce phénomène-là, il est vachement prégnant sur TikTok et Reddit, mais aussi sur Amino, qui est un réseau social un petit peu sous le radar, qui mélange plusieurs communautés de niche, le plus souvent. Et sur ces communautés-là, on va s'échanger en fait des astuces, des méthodes de visualisation pour mieux shifter, pour mieux basculer vers le monde désiré. Parmi ces méthodes-là, j'en ai repéré deux qui étaient assez populaires. On a par exemple la technique du corbeau, qui implique de s'allonger les bras en étoile et compter à partir de 100. Et on a aussi celle d'Alice au Pays des Merveilles, qui est un petit peu plus étrange et qui consiste à se visualiser en train de courir après une personne que l'on souhaite voir dans sa réalité désirée et à sauter avec elle dans un terrier, donc comme le lapin dans Alice au Pays des Merveilles. En général, une fois qu'on a sa méthode pour shifter, on la garde et c'est seulement le script ou l'univers qui vont changer derrière. Alors, où est-ce qu'on va quand on shift, en fait? Il se passe quoi dans la tête? Alors vraiment, on chie vraiment là où on veut, comme quand on planterait le décor d'un rêve avant d'aller se coucher. On peut vraiment changer de vie, d'âge, d'entourage, d'environnement, voire même d'apparence. On fait tout ce qu'on veut, tout est vraiment possible. En revanche, en parcourant les vidéos qui sont rattachées à la tendance sur TikTok, j'ai découvert quand même qu'il y avait un univers de fiction en particulier qui intéressait beaucoup les jeunes femmes, qui les faisait beaucoup fantasmer. C'est celui d'Harry Potter, donc de Poudlard. Alors ce n'est pas avec lui, c'est pas Harry Potter que ces jeunes femmes convoitent, mais plutôt son ennemi juré, qui est Drago Malfoy, donc ce petit sorcier blondinet qui est un petit peu détestable, avec qui certaines jeunes femmes affirment réellement entretenir une relation amoureuse dans leur réalité alternative. Quant au vocabulaire qu'elles emploient en ligne, c'est un monde qui est très codifié. On a plusieurs acronymes qui reviennent souvent. Le premier, c'est CR, donc Current Reality, qui désigne une réalité de base. On a ensuite, à l'inverse, la Desired Reality, DR, qui concerne la réalité que l'on convoite, que l'on cherche à atteindre. On a aussi la Waiting Room, pardon, qui est une sorte de salle d'attente par laquelle on transite si on n'a pas suffisamment bossé son script ou si on a juste envie de passer le temps. Et enfin, la Temporary Reality, la TR, qui est un univers un peu transitoire dans lequel on peut justement passer le temps ou s'exercer au changement de réalité. Donc c'est vraiment très codifié comme. Alors, tu as été à la rencontre de 3 jeunes femmes, je crois, américaines, qui t'ont raconté pourquoi, comment elles shiftaient. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a compris de cette pratique en les écoutant? Alors pour le moment, c'est une pratique qui est essentiellement féminine et américaine, donc ça il faut le préciser. Donc j'ai eu 3 gros témoignages de 3 jeunes filles américaines qui ont une quinzaine d'années. J'ai eu une certaine Dani, une Sierra et Saria. Et dans leurs témoignages, j'ai identifié 3 indicateurs qui pourraient expliquer pourquoi elles shiftent, pourquoi elles veulent changer de réalité. Le premier, qui est lié au confinement, souvent, c'est le fait vraiment de vouloir mettre la réalité en pause. Quand celle-ci devient un peu trop lourde à porter ou qu'on n'arrive plus à la gérer, on la met en pause et on shift. C'est peut-être la raison pour laquelle la tendance a explosé pendant le confinement, quand on s'est retrouvé chez nous, cloîtrés, face à soi-même. Au bout d'un moment, ça peut être lourd à porter, donc on met ça en pause, on shift. La deuxième raison que j'ai repérée, elle a trait à la santé mentale.
J'ai remarqué que ce sont des jeunes femmes qui parlaient très librement de leur santé mentale, de leur anxiété, voire de leur dépression. Il y en avait une des 3 qui souffrait de dépression et qui m'a expliqué que le fait de shifter, de changer de réalité, l'aidait vraiment à atténuer les symptômes de sa maladie, et que ça la rendait tout simplement plus heureuse. Donc elle avait vraiment pas mal de recul vis-à-vis de sa pratique. Et enfin, et outre la trame d'une histoire que l'on peut se créer de toutes pièces dans sa tête, c'est aussi l'aspect mystique, voire ésotérique de la pratique qui attire vraiment. On a certaines utilisatrices qui vont écouter des subliminals. Ce sont des petites vidéos de musique qui sont censées reprogrammer notre cerveau à travers des affirmations positives presque inaudibles. Donc il y a vraiment toute une fascination autour de l'inconscient, même si certaines données qu'elles vont chercher en ligne sont controversées. Il y a vraiment une appétence pour les nouvelles croyances, ces nouvelles croyances qui sont à mi-chemin entre de l'ésotérisme, des pseudosciences et vraiment des vérités scientifiques. Il y a d'ailleurs en ligne un rapport de la CIA que beaucoup de jeunes femmes vont chercher avant de se mettre à shifter, qui est un rapport déclassifié, qui a été déclassifié en 2010, je crois, et qui aborde justement ces états modifiés de conscience. Donc ce sont des jeunes femmes qui sont autant capables d'aller se taper tout un rapport de la CIA, qui est assez costaud, autant que d'aller sur YouTube et regarder des vidéos bien-être un petit peu controversées. Donc voilà, il y a vraiment un besoin de spiritualité, et le but, en prenant du recul, c'est vraiment de se forger des nouvelles croyances et de piocher ça et là dans ce qui nous fait bien finalement. Oui, on trouvait étonnant de parler de cette tendance du shifting au moment d'évoquer la tendance de cette civilisation du cocon. Ouais. Parce que c'est cette façon vraiment de s'évader alors qu'on est entre 4 murs et d'aller chercher d'autres univers, finalement très, très simple à obtenir, quoi. Il n'y a pas de technologie. Ouais, bah d'ailleurs, je peux peut-être c'est vraiment tout dans la tête, quoi. Je vais peut-être vous montrer une vidéo TikTok d'une jeune utilisatrice qui parle de sa routine, justement. Je crois que je l'ai donnée à Nicolas, si tu peux la... Draco is a daddy's boy, Coral Door, unemployed, the sorcerer's son is destroyed by Dumbledore. Ron breaks his wand, now Jenny's gone, and Harry's in mortal danger. Tom Riddle hides his snake inside his ginormous secret chamber. Harry blows up and barge. The Dementors come and take charge. Lupin is a wolf, the rat's a man, and now the prisoner is at large. They use time travel so they can save the prisoner of Azkaban, who just so happens to be Harry's godfather. I don't really get it either. Harry gets put in the trial. Ok. Alors, Marine, tu t'es intéressée à la manière dont sur Internet, on pouvait se créer ou tenter de se créer des safe spaces. Alors, tu t'intéresses à 3 exemples qui nous viennent là encore d'Amérique et qui ont été, je crois, détectés par le MIT. Oui, exactement. On peut partager l'article du MIT Technology Review qui en parle. Donc en fait l'idée c'est le web tel qu'on le connaît aujourd'hui n'a pas grand chose d'un safe space. On peut s'y faire harceler, attaquer par des trolls, bloquer. Et ça c'est en grande partie parce que en fait le design des applications qu'on utilise tous les jours favorise des comportements toxiques. Il y a la culture du like qui favorise la comparaison avec d'autres, les bulles de filtre qui nous radicalisent dans nos opinions et qui favorisent des discours haineux. Et donc, il y a toute une nouvelle génération de personnes. Alors, c'est souvent des femmes, des ingénieurs et des designers. C'est ce que le MIT appelle un Internet féministe. Parce que souvent ces ingénieurs sont des femmes et donc ont aussi été victimes de cyberharcèlement. Et leur idée, en fait, c'est de construire des applications, un Internet qui soit, je cite, moins hiérarchique, plus coopératif, plus démocratique, plus consensuel et plus personnalisable. Et qui répond en fait davantage aux besoins individuels plutôt qu'un modèle one size fits all, comme c'est le cas sur les réseaux sociaux actuels. Donc, je voulais vous parler effectivement de 3 outils. Le premier, ça s'appelle Block Party, et en fait, c'est un filtre qui permet de filtrer donc son compte Twitter et d'exclure tous les contenus qui peuvent, tous les messages qui peuvent venir de potentiels trolls ou harceleurs. Donc là, vous voyez sur la capture d'écran en fait les paramètres qu'on peut modifier. Donc on peut décider de ne voir que les tweets et les mentions de gens auxquels on est abonné ou seulement ceux avec lesquels on échange.
et le reste des tweets sont passés dans un fichier que l'on peut décider de voir à un certain moment ou de ne jamais consulter d'ailleurs, ou de demander à un ami de le consulter à notre place. Donc, pour le moment, il est accessible sur invitation et depuis le début de l'année. Un autre exemple, c'est un futur réseau social qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle Herd, qui a été créé par deux anciennes salariées de Google, Maddie Dewey et Hallie Howard. Et l'idée, c'est d'avoir un réseau social où il n'y a pas de likes, pas d'abonnés, et où on peut personnaliser son fil. Donc, par exemple, on décide si on veut voir des contenus plutôt liés à la photographie, à la santé mentale, à l'art, et on évite ainsi que ce soit un algorithme en fait qui fasse le contenu que l'on voit, mais que ce soit personnalisable selon ses goûts. Et le troisième exemple dont je voulais vous parler, c'est cette fois-ci une initiative française et qui reprend, je trouve, beaucoup des caractéristiques des safe space dont Alice nous parlait tout à l'heure. Ça s'appelle le Loma Club, en fait. Ça s'adresse à des jeunes mères ou des femmes enceintes. Et l'idée, c'est de créer des groupes de parole privés qui sont payants. Il faut payer 20 € par session et qui sont en fait organisés donc, en ligne. Et il n'y a pas plus de 6 ou 7 personnes. Et c'est très exclusif, c'est-à-dire que les non-mères ne peuvent pas du tout s'inscrire à ce club privé. Donc, c'est vraiment l'idée de créer un ultra safe space dans lequel on n'est que entre soi. On parle de problématiques qui nous concernent que nous et sans avoir à subir ou d'éventuelles personnes extérieures, harceleurs, etc. Ok. Merci Marine. Alors on le voit David, il y a des safe spaces qui s'organisent ou qui préexistent et puis il y a des endroits qui sont plus dangereux et du coup des applications se créent comme Bodyguard pour assurer une certaine modération de ces endroits plus ouverts et donc pas forcément très safe au départ. Tu as interviewé Charles Cohen, le fondateur de Bodyguard. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Donc effectivement, c'est un jeune entrepreneur de 25 ans qui a créé il y a maintenant 3 ans une application de modération qui est intitulée Bodyguard et qui permet de filtrer pratiquement en temps réel les commentaires que les utilisateurs peuvent recevoir, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter et même sur le chat de Twitch. Donc, d'après lui, la technologie qu'il a mis en place lui permet de détecter et de supprimer entre 85 et 95% des propos haineux ou de tentatives de trolling agressif qu'on pourrait recevoir. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que la création de cette application, elle remonte vraiment à une sorte de constat d'échec que Charles a pu faire il y a quelques temps. Constat d'échec portant sur la modération des plateformes. D'après lui, les réseaux sociaux sont assez bons pour détecter les discours de haine destinés à des groupes spécifiques qui sont ciblés souvent pour leur couleur de peau, leur orientation sexuelle ou religieuse. Mais quand ça concerne le cyberharcèlement sur une personne en particulier, alors là, il n'y a plus personne. Ils sont extrêmement mauvais pour détecter ce genre de comportement. Et donc, du coup, l'idée lui est venue de faire cette espèce de garde du corps un peu personnalisable avec lequel on va choisir le niveau de violence avec lequel on accepte de recevoir des commentaires. Il a une approche qui est assez intéressante parce que pour lui, il pense que l'une des grands échecs de la modération de Facebook, Twitter, etc., c'est que en fait, c'est toujours les mêmes règles et le même niveau de modération pour tout le monde. Et il dit en fait, chaque internaute est différent et on modère pas les propos que vont recevoir un enfant de 13 ans, par exemple, de la même manière que les propos reçus par une personne de 40 ans. Ça va aussi dépendre du réseau social sur lequel on est, des idées qu'on a envie d'avancer. Si on est quelqu'un qui va faire beaucoup de polémiques, on va peut-être avoir envie de recevoir peut-être plus de discours critiques, voire des fois haineux, que quelqu'un qui va juste faire des vidéos plutôt gentilles. Donc voilà, d'après lui, il y a vraiment cette espèce de déséquilibre. Et il met aussi en avant le fait que les formes de discours haineuses sur Internet évoluent très rapidement. Et il a notamment utilisé comme exemple le mouvement des médailles. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler récemment. C'est un groupe souvent d'hommes masculinistes qui vont inonder les posts de
de militants et de militantes féministes et qui vont poster des médailles comme ça en continu pour noyer la conversation et éviter qu'il y ait du débat. Donc de manière bien évidemment très ironique. Il dit que ça, c'est un mouvement qui n'est pas du tout détecté par les réseaux sociaux. Lui, a priori, saurait plus ou moins le détecter, même s'il dit que c'est encore difficile à effacer. Et donc voilà, en fait, l'idée en tout cas de sa plateforme, c'est éventuellement de détecter voilà, les insultes, les comportements agressifs, mais pas forcément d'éliminer le débat, ni d'éliminer les critiques, même si elles sont négatives. Oui, c'est ça. C'est toujours la difficulté de savoir jusqu'où on crée un cocon et qu'est-ce que provoque, au regard de ça, la création de ce cocon, quoi. Parce qu'on finit par avoir des zones totalement étanches sur lesquelles le débat est quand même aussi biaisé, quoi. La difficulté principale que je soulevais, c'était de se dire, est-ce que finalement on ne se coupe pas complètement du vrai Internet, finalement, de nos détracteurs, de tous les gens qui nous entourent. Lui, il a vraiment cette idée de dire, maintenant, on est dans un monde sur le web où on s'auto-limite, on s'auto-censure, où il y a beaucoup de gens qui aimeraient exprimer des idées, mais qui ne le font pas parce que, justement, ils ont peur d'être soit cancel, soit ils ont peur de se prendre des meutes qui vont venir l'insulter, des raids, du harcèlement, etc. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre, peu importe les idées idéologiques, le débat n'est pas là. C'était vraiment, pour lui en tout cas, tout ce qui devrait être espace de discussion ouvert sur Internet n'est plus possible parce que justement, on a ces phénomènes comme ça de harcèlement en meute qui arrivent à chaque fois qu'une idée un petit peu trop saillante est donnée comme ça dans l'espace public. Et il dit, voilà, pourquoi, pour lutter contre ça, il ne faut pas justement inciter les gens à ne plus parler, mais au contraire, fermer le clapet des gens qui sont trop agressifs, qui sont insultants. Et donc, c'est pour ça qu'il insiste effectivement sur le fait que son application n'a que 2%, je crois, de faux négatifs, de faux positifs, pardon. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, le plus important, c'est évidemment de filtrer les comportements agressifs, mais de ne pas filtrer les critiques qui peuvent être constructives, même si elles sont extrêmement négatives ou véhémentes. Merci David. Il est temps de répondre à quelques-unes des questions qui sont posées par nos spectateurs. Julie faisait remarquer qu'elle aussi, c'est Nathalie qui faisait remarquer qu'elle pratiquait le shifting. Alors, je ne sais pas quel âge a Nathalie, en tout cas, quand elle avait 15 ans, elle pratiquait le shifting. Donc, c'est le propre de ce genre de pratique, un peu comme on avait vu dans la ASMR, quoi. En fait, on le faisait tous avant, mais on le faisait seul dans notre chambre sans savoir qu'on était beaucoup à faire cette pratique. Je ne sais pas si quelqu'un veut commenter à la rédaction. Oui, j'ai répondu succinctement à Nathalie, mais effectivement, c'est une pratique qui n'est pas du tout nouvelle. Je pense qu'on l'a tous fait dans notre adolescence, voire même encore aujourd'hui. On plante encore nos rêves dans nos têtes avant de nous endormir. En revanche, là, effectivement, c'est l'aspect ritualisé et collaboratif de la pratique qui est intéressant. Et j'ai partagé d'ailleurs dans la conversation un rapport de la CIA que ces jeunes vont éplucher pour en savoir plus justement sur les états modifiés de conscience, le rêve lucide et les changements de perception. Donc, il y a vraiment un attrait particulier en plus pour ces états modifiés de conscience. Alors, Olivier nous pose une question. Est-ce que vous pensez que ce retour vers la maison, l'intériorité, vient d'un extérieur perçu comme plus dangereux, ou le digital fait que qu'on fait tout de chez soi, travail, amis, achats, et qu'on perd l'habitude de sortir? Alice, est-ce que tu veux te rester à une réponse? Les deux. Les deux très fortement. Donc effectivement, il y a le développement de l'espace domestique. Je crois que dans le chat, il y avait quelqu'un qui évoquait aussi l'ouvrage de Mona Chollet, Chez soi. Mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans le livre de Vincent Cockburn, avec toute cette la création de la domesticité, auquel la société de consommation participe aussi, de meubler son intérieur, d'avoir vraiment un espace à soi qu'on aime, qu'on construit, qu'on façonne, et donc dans lequel on a envie de rester. Et il y a aussi effectivement le digital. Et d'ailleurs, il y a donc chez Arquet, la maison d'édition, c'était en février, il y a une enquête de France Ortelli qui est sortie, qui s'appelle Nos cœurs sauvages, et qui en fait rejoint un petit peu celle de Vincent Cockburn. Elle s'intéresse à nos relations sentimentales. Je l'ai également interviewée. Et ce qu'elle racontait, c'était que
que toutes ces applications censées nous faciliter la vie, en fait, ce qu'elles veulent, c'est surtout qu'on reste chez nous, sur notre canapé. Donc, qu'on commande Deliveroo, pour regarder Netflix, et vraiment qu'on ne bouge pas. Donc, en fait, c'est aussi créé de cette façon. Donc, en fait, c'est effectivement des différents phénomènes qui se rejoignent pour vraiment exploser dans cette civilisation du cocon. Merci Alice. Il est 12h30, l'heure de nous séparer. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, 12h, vendredi prochain. Il sera question de modération. On reviendra sur une de tes enquêtes, David. Nous avions, qui est paru cette semaine et d'ailleurs qui a été évoqué dans le chat, dans les coulisses de la modération des gamers. Donc nous reviendrons avec David sur ce sujet, avec David et évidemment avec le reste de l'équipe. Nous avions une très bonne journée hier puisque c'était le bouclage de la revue. Le prochain numéro sera disponible le 22 avril prochain. Je vous montre, mais elle n'est évidemment pas imprimée, donc c'est juste pour le plaisir de vous faire un partage tout à fait exclusif. La une, telle que nous l'avons finalisée hier, et nous vous parlerons d'un sujet absolument passionnant. Alors vous savez maintenant que vous avez plusieurs sujets dans la revue de l'ADN. Il sera question, entre autres, de la génération conso-trader, comme les consommateurs, après avoir été consommateurs, sont devenus des conso-traders, c'est-à-dire qu'ils achètent en même temps qu'ils investissent. Nous serons donc ravis de vous raconter tous ces sujets lors des prochaines émissions. Je vous rappelle qu'il est toujours possible de vous procurer le numéro spécial Tendance 2020. Et on est en train de travailler surtout sur le Tendance 2021, mais ça, ce sera pour plus tard. Merci à tous, David, Margot, Marine, Alice. Très bonne fin de journée à tous. À bientôt. Au revoir.